Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai écrit mon intervention. D'habitude, je commente les diapos. Là, j'ai fait le contraire. J'ai fait un texte avec des têtes de chapitre. Donc, pour me présenter, c'était un peu moins compliqué quand même parce que je me connais un petit peu. Mais il y a des gens peut-être dans l'amphithéâtre qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Darès et je suis praticien hospitalier à l'hôpital d'Évreux depuis presque 10 ans maintenant. En soins palliatifs, pour cette je suis ici pour les soins palliatifs. Et donc, je m'occupe de l'unité, ici, de l'unité d'hospitalisation depuis environ 1 an et demi, à temps plein. Et j'ai pris le relais du docteur Laplagne sur l'animation de l'espace éthique quand elle est partie en 2015 ou 2016. Je ne sais même plus. Avec beaucoup de plaisir parce qu'elle avait construit un travail très structuré et elle m'a passé la main très très facilement et j'ai pas eu de difficulté à prendre ce relais. Donc avec l'animation des groupes, avec ce regard un peu distancié. En parallèle, je me suis construit une culture philosophique puisque j'ai fait un master 2 de philosophie qui permet aujourd'hui de nourrir un peu la réflexion sur les sujets. Donc aujourd'hui, on va évoquer les conséquences de la visite de certification qui a eu lieu l'année dernière. Mais je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas toujours politiquement correcte, donc je vais dire aussi ma pensée à moi autour de ça. Quand j'en ai parlé à certains de mes petits camarades médecins à l'hôpital, je me disais, mais pourquoi faire une journée autour de la certification, ce truc qui nous a embêtés? C'est embêtant, c'est enregistré. Qui nous a embêtés l'année dernière, tu vas nous faire un truc, tu vas nous faire... Bref, voilà, c'était un peu ça la première réaction. Mais en fait, c'est la réaction primaire épidermique de cette visite qui nous a obligés à regarder ce qu'on faisait, à partager ce qu'on faisait, à être regardés par d'autres. Effectivement, ce n'était pas forcément facile. Voilà. Quand même, on en a retiré de cette visite, de cette semaine de visite, une impression globale de tension. La semaine de présence des experts, entre autres, mais tout au long des séances de préparation, globalement, on était tous un petit peu tendus malgré tout, même si on s'en est pas mal défendu. Tension globale. Certains l'ont ressenti comme une espèce d'examen de passage. Hein. On va passer la visite. On a des experts visiteurs qui vont confronter nos pratiques à un référentiel. Ils vont nous regarder travailler. Ils vont essayer d'aller fouiller dans nos pratiques au quotidien. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de considérer les vécus de cette visite, les uns les autres, ce qu'on en a fait, et aussi, moi, je voudrais commencer par la réflexion autour du référentiel de la GES. Pour ne rien vous cacher, j'ai essayé d'avoir le regard de représentants de la GES qui nous explique comment ils construisaient le référentiel. Ça n'a pas été possible, ils n'ont pas souhaité nous rejoindre. Sur l'argument que l'éthique, c'était la première fois qu'ils mettaient l'éthique dans le référentiel. Alors que ce n'était pas ma question. Ma question, c'était comment est-ce qu'on construit un référentiel globalement, comment est-ce qu'on construit ça. Donc j'ai réfléchi, voilà, je me suis auto-saisie du sujet de la norme. Donc, Madame Rasset va vous expliquer en commençant comment et pourquoi ça s'est passé, comment et pourquoi ce référentiel se met en place, comment et pourquoi on essaye de voir ce qui est conforme à la demande ou pas, à la recherche d'adéquation. Voilà. C'est représenté comme, on l'a tous un peu vécu comme un cadre un tout petit peu rigide, avec la difficulté de confronter nos pratiques cliniques qui sont par essence pas rigides, enfin, adaptées à l'individu, et ça j'y reviendrai, à cette demande qui vient de l'extérieur. C'est surtout ça, moi, qui me dérange dans l'histoire, je vais dire comme ça.
c'est que on a un cadre commun qui est fait par des gens qu'on ne connaît pas, qui est fait à l'extérieur. On ne participe pas à la définition de ce cadre. Et on regarde comment on fait et si on est conforme à ce cadre. Voilà. Il faut un cadre, je vais y revenir. On a vu aussi nos experts qui ont passé une semaine avec nous, qui nous ont renvoyé qu'on était des gens sympas, conviviaux, qu'on avait participé, qu'on avait bon esprit et tout ça, qu'on avait quand même des bonnes notes dans l'ensemble. Et là aussi, je vais y revenir. Quand on a préparé la visite, on a eu cette période d'auto-évaluation où il a fallu porter un regard critique sur nos pratiques. Regard critique, ça veut dire de dire ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça va, est-ce qu'on a tracé correctement, est-ce qu'on est conforme à l'éthique en cours, bon, se regarder, s'observer, s'autocritiquer, c'est parfois un exercice difficile. On est obligé de redescendre un petit peu de notre piédestal et puis nos habitudes peuvent être mises à mal. On se rend compte qu'on agit parfois par réflexe et qu'on a besoin de rectifier, donc ce n'est pas forcément inutile non plus. Certaines habitudes, par contre, sont conformes à ce qui est demandé, sont en adéquation avec la demande, et voilà. Et puis, on a notre petit côté bon élève qui fait que on est content quand même que ce qu'on fait soit reconnu comme étant juste. Donc, on a eu quelques séances de répétition générale, on a rencontré des collègues, on a pu partager. C'était aussi intéressant de pouvoir expliquer à des gens, à des tiers, à d'autres services, des gens qui ne connaissent pas du tout nos pratiques. Hein. On était en soins palliatifs, on a fait une séance où c'était plutôt sympa et plutôt agréable d'expliquer, d'essayer de faire un peu de pédagogie sur ce qu'on faisait et d'être regardé sans être jugé, sans juste le jugement était quand même un tout petit peu à l'écart et c'était plutôt sympa ça. Donc des belles surprises et des belles découvertes. Donc en bon petit soldat du service public, on s'est soumis tous à cet exercice d'autocritique avec plus ou moins de bonne volonté, mais quand même, dans l'ensemble, il y a eu des séances qui étaient assez joyeuses et on a bien rigolé. Après, la visite en elle-même, c'était quand même un tout petit peu plus tendu. Hein. Mais bon, on avait quand même globalement, moi j'ai ressenti, pour échanger avec les collègues et dans les équipes, une impression globale de passer un examen quand même. Hein. C'est quand tu passes toi, c'est quand ta séance à toi, voilà, c'était un peu comme ça. Mais on a fait bonne figure, appliqué, encore une fois, bon petit soldat du service public, soucieux de répondre à la demande, impliqué dans notre métier, soucieux de transmettre nos valeurs à nous et comment on travaille. Et voilà, et puis finalement, on ne travaille pas si mal. Pas si mal. Alors, la séance de restitution, c'était le 7 avril l'année dernière. Moi, j'en ai un souvenir assez mitigé, mais je me suis dit, bon, je vais quand même y aller, il faut quand même participer, il faut faire acte de présence, et puis il faut quand même dire qu'on est là, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, je représente l'espace éthique, donc c'est important, parce que j'ai été questionnée sur les pratiques éthiques, donc je vais y aller. Et puis, j'ai eu la bonne surprise de voir que la pratique de l'éthique dans l'établissement était reconnue et valorisée. Et alors, ce qui était amusant, bon, alors moi, sur le coup, moi, je souffre du syndrome de la bonne élève. Hein. Je suis première de ma classe depuis l'école primaire et c'est vrai que pas être la première de ma classe, pour moi, c'est compliqué. Voilà. C'est comme ça, hein, ça ne changera pas, je pense, tant pis. Et donc, du coup, voir ça souligné, j'étais plutôt fiérote un peu, moi, dans ma tête, hein, contente. Hein. Et puis, les collègues qui se sont retournés vers moi, bravo Madame Darès, bravo Madame Darès, bravo Madame Darès. Globalement, mon ego était quand même assez satisfait, donc ça m'a fait un peu de bien, mais c'était quand même assez surprenant d'avoir cette réaction et en même temps de me dire ça va pas la tête, c'est pas un examen, quoi. C'est juste, c'est pas toi, enfin c'est pas moi en tant qu'individu qui est valorisé, c'est toute la pédagogie qui a été mise en place, et pas seulement par moi, et puis la culture de l'établissement. Enfin, c'est un travail de longue haleine, c'est pas moi cette année, c'est le docteur Laplagne avant moi, c'est tout ce qu'on a pu mettre en place, tout le travail qu'on fait en clinique, enfin, voilà, avec l'équipe
mobile avec mes collègues. Bref, toujours est-il qu'il y avait cette espèce d'ambiance un petit peu d'examen. On nous a quand même souligné que ce jour-là, il ne fallait pas non plus le crier sur les toits, que c'était des résultats provisoires, tout ça, tout ça. Le référentiel est paru. Hein. Enfin, alors, je ne me suis pas plongée dedans. Je n'ai pas été voir ce qu'il en était dit de la version définitive. Ça, c'était la visite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai que quand on a cherché un sujet avec le groupe de travail de l'espace éthique, on s'est dit, et pourquoi on ne travaillerait pas sur ça, puisque finalement, on a beaucoup travaillé pendant la période des groupes d'évaluation, on a été un petit peu sous pression, il y a des questions qui ont émergé, entre autres sur les directives anticipées, et pourquoi on ne proposerait pas ce thème-là sur la journée? Alors, voilà, la pratique de l'éthique, c'est quand même bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ce questionnement? Qu'est-ce qu'on fait avec les décisions à prendre pour les patients? Ça continue, hein, les collègues continuent à me solliciter, ou moi ou ma collègue de l'équipe mobile, pour mettre en place des réflexions éthiques quand il y a des décisions à prendre. Je continue à être sollicitée par les réanimateurs. Malheureusement, je ne peux plus animer les séances en réanimation, mais le pli a été pris, je crois, et que le pli, en tout cas, de la question, de la référence au fameux document que Madame Laplagne avait mis en place. Il y a encore du travail, hein, rien n'est jamais acquis, il faut quand même que ce travail-là se poursuive. Mais je suis assez optimiste là-dessus, c'est exceptionnel. Il y a des choses en place et il y a des réflexes qui sont en place aussi. Et quand on sollicite, par exemple, les jeunes, j'ai encore hier, un jeune interne autour d'une situation difficile, voilà, et je lui dis, bah, voilà, il faut qu'on se mette autour d'une table, il faut qu'on se pose pour prendre la moins mauvaise décision pour cette malade. Tout le monde est d'accord pour dire, il faut qu'on se pose autour d'une table pour discuter de cette malade, et plus personne ne se dit, je vais prendre la décision sur moi tout seul dans mon coin, sans en parler aux autres. Donc ça déjà, ça c'est quelque chose de bien. Donc, le cadre. Quand j'ai cherché à commencer à réfléchir sur la notion de norme, là je prends ma casquette de philosophe, j'ai trouvé pas mal d'occurrences sur des tas de sujets différents, en sociologie, en sciences de l'éducation, en médecine bien sûr. À tous les niveaux, la question de la norme, elle est présente. En médecine, la question de la norme, ça peut être par exemple la norme biologique. La norme biologique, on a des chiffres. On a une valeur, par exemple, la glycémie, je dis n'importe quoi, avec la normale, c'est de temps à temps. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de cette norme et comment on interprète cette norme? La difficulté qu'on a avec cette question-là, en tout cas sur la biologie, c'est juste un exemple. Hein. Vous voyez, on voit arriver des familles ou des patients complètement paniqués parce que sur le résultat biologique, le chiffre est écrit en gras ou en rouge. Ça ne va pas du tout, c'est catastrophique. J'ai 1,2 au lieu de 1,18. C'est en gras, donc c'est pas normal, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'en médecine, la question de la norme, c'est quand même quelque chose de moins figé qu'en mathématiques, par exemple. Le 1,20 au lieu de 1,18, on l'interprète en fonction du contexte, en fonction du paramètre en question. On n'interprétera pas pareil une kaliémie un tout petit peu plus élevée et une glycémie un tout petit peu plus élevée. Une glycémie plus élevée chez un malade de 90 ans et une glycémie plus élevée chez un jeune de 18 ans. Donc la norme, là, elle n'a de valeur qu'en fonction du contexte. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Ceux qui me connaissent en clinique, sur le terrain, m'entendent souvent dire, quand j'entends les constantes, par exemple, le matin, à propos de la saturation en oxygène, moi je dis souvent, parce que je travaille en soins palliatifs depuis un certain temps,
La saturation, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le confort du malade. Alors, on ne s'en fout pas complètement, surtout depuis le Covid, on a appris à moins s'en foutre, en tout cas moi, mais n'empêche que elle est aussi, ce chiffre, il est interprété avec le contexte. Une saturation à 88 chez un malade jeune atteint du Covid, ça ne sera pas la même démarche qu'un malade de 90 ans avec une fibrose pulmonaire depuis des années qui arrache le masque à oxygène. On n'aura pas la même attitude avec un chiffre identique. Donc, la question de la norme en médecine, elle va être interprétée en fonction du contexte. Je vous parlerai aussi, à ce propos, je vous parlerai de Canguilhem. Quand j'ai cherché autour de la norme, j'ai donc, la première chose que j'ai vue apparaître, c'est cette citation d'Éric Préra. Éric Préra est un professeur de philosophie et de l'éducation à l'Université de Lorraine. Il est également chercheur associé du groupe de recherche en éthique de l'éducation à l'Université du Québec, à Montréal. Et lui, sa question, c'est la norme dans l'éducation. Et il me dit pourquoi acceptons-nous aussi facilement les normes? Quelle raison avons-nous de nous y soumettre à la norme? Je trouve que c'est une vraie question en éducation, en politique, en vie quotidienne. On nous dit c'est comme ça, et ben pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Je n'ai pas la réponse. Hein. Donc, dans le référentiel, on avait quand même des énoncés normatifs. Voilà comment, voilà ce qui est attendu. Voilà quels sont les attendus. Vous êtes prévenus, hein, je ne parle pas politiquement. Et c'est le but de la philosophie. Alors, à partir de là, je me suis dit, il faut que je reparte sur la définition. Alors, j'ai fait comme on fait d'habitude, en philosophie, en éthique, en tout. Enfin, en tout cas, moi. Mais il n'y a pas que moi. J'ai pris mes dictionnaires. Alors, j'ai pris en premier mon dictionnaire préféré que je traîne depuis le collège, depuis que je fais du latin, avec le dictionnaire étymologique. Le mot norme vient du latin norma, qui signifie équerre, règle. Donc là, on est bien dans les mathématiques. Et une définition de 1835 qui confirme norme est conforme à la règle. On voit ensuite apparaître le mot normalisation dans le Larousse en 1923, une normalité en 1834, c'est dans l'autre sens, hein, et normatif en 1868. Je ne suis pas très bonne en chronologie. Normalité en 1834, normatif en 1868 et normalisation en 1923. Là, alors après, j'ai pris le petit Robert. Moi, ce n'est pas le Larousse, c'est le petit Robert que j'ai récupéré de mon papa, qui était un cruciverbiste passionné. Alors, dans le petit Robert, on trouve en littérature type concret ou formule abstraite de ce qui doit être. On dit aussi canon, idéal, modèle, principe, règle. On trouve aussi état habituel, conforme à la majorité des cas. J'ai bien aimé ça. Conforme à la majorité des cas. Et là, on va retrouver Canguilhem dans cette notion. Et enfin, en technique, alors cette fois en 1920, formule qui définit un type d'objet, un produit, un procédé technique en vue de simplifier et de rendre plus efficace et plus rationnelle la production. Ça vous laisse rêveur, le référentiel de la chaise, rendre plus rationnelle la production. On est dans la production. Voilà, c'est juste une question. C'est juste l'histoire de titiller, de jouer le poil à gratter. Après, alors celui-là, c'est le Lalande, c'est mon dictionnaire de philosophie, mon premier investissement quand j'ai repris les études de philosophie que j'ai repris au début, hein, en L1. Et c'est une mine de réflexion, d'information, de reprendre les bases quand on est embêté avec une notion. Et ben moi, je retourne au dictionnaire et qu'est-ce qu'il en pense? Et alors, il y a tout ce qu'il faut. Là, j'ai feuilleté le dictionnaire, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai cherché une norme et bêtement, je suis tombée sur normal, évidemment, puisque A est avant E, donc je suis tombée sur normal avant norme. En mathématiques, normal, ça signifie perpendiculaire. On a fait tous un petit peu de géométrie au collège, on s'en rappelle ou pas. Et
Mais en même temps, on vient de voir que norma en latin, ça veut dire équerre. On dit aussi, quand tout va bien, on est d'équerre. On va tout mettre d'équerre. On va remettre le dossier d'équerre. Alors, le malade, on a un peu de mal des fois à le mettre d'équerre, mais en même temps, le malade, c'est du vivant, c'est pas la même chose. Dans sa dimension philosophique, ce dictionnaire poursuit avec qui ne penche ni à droite ni à gauche. Ah, j'ai bien aimé ça aussi. Ne penche ni à droite. Et normal, ceux qui ne penchent ni à droite ni à gauche. On est dans l'axe. Le prof de yoga dit toujours il faut être dans l'axe. Qui se tient dans un juste milieu. Et après, il nous dit qui est tel qui doit être. Voilà, qu'est-ce qui sait être tel qu'on doit être. La normalité, la règle. Synonyme abrégé de bon et juste. Tout un programme. Alors, au centre, alors, est-ce que je l'ai mis là? Non, oui. Tel qui doit être, synonyme abrégé de bon et juste, est normal au sens le plus usuel du mot, ce qui se rencontre dans la majorité des cas d'une espèce déterminée ou ce qui constitue soit la moyenne, soit le module d'un caractère mesurable. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis celle-là. Non. Ce qui se rencontre dans la majorité des cas d'une espèce déterminée. Donc, en fait, on ne peut analyser la norme qu'en fonction de la majorité des cas d'un groupe, en termes de médecine, par exemple. Hein. Le groupe des ados diabétiques, par exemple, le groupe des personnes âgées diabétiques, mais d'une classe d'âge. Vous voyez, c'est en fonction de la majorité des cas de ce groupe-là. Donc, la moyenne ou le module d'un caractère mesurable. On ne peut pas définir de norme pour quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple. Ça vous laisse la veuve, moi aussi. Ensuite, dans le Lalande, le même dictionnaire, il fait une occurrence sur la sociologie. Émile Durkheim, comme vous le savez peut-être, Émile Durkheim, ça vous parle, sociologue, le neveu de Marcel Mauss, bref, évoque qu'un fait social est normal pour un type social déterminé. On se sent normal dans notre communauté d'humains parce qu'on est conforme à ce que fait la majorité des gens. Et on ne se sent pas normal quand on est soit dans un autre groupe avec d'autres habitudes, soit on n'a pas les mêmes habitudes que notre groupe social habituel. Voilà. Par exemple. Et alors, à la page 691, il reprend le mot norme du latin norma, donc on a vu, hein, équerre. Alors, je réfléchis 2 secondes. Du grec, alors tout le monde lit le grec couramment ici, bien sûr. Alors, ça veut dire gnomone. Ça se lit gnomone, qui signifie aussi équerre. On est toujours dans l'angle droit de référentiel. Il s'agit d'un type concret ou d'une formule abstraite de ce qui doit être. On est toujours dans le ce qui doit être avec la norme. Et donc là, on voit apparaître la notion de jugement de valeur avec l'idéal, la règle, le but, le modèle. On est toujours dans cette chose-là. Et donc, je résume avec 3 classes fondamentales de normes. La pensée logique, avec l'idée de vérité. L'action volontaire, avec l'idée du bien. On est bien dans l'éthique, là. Et de la représentation libre, ou pour d'autres, du sentiment, avec l'idée de beauté. Si on revient sur l'idée de beauté, rappelez-vous, les canons de la beauté, c'était défini par ce qui doit être. En fait, quand on parle des canons de la beauté, par exemple, c'est il faut, à une époque, il fallait être d'une certaine façon, d'une certaine couleur, d'une certaine corpulence pour répondre aux canons de la beauté. Puis, ces canons-là changent avec les époques. Maintenant, les nanas, il faut qu'on soit grande, blonde, mince et moins de 35 kg. Pour être. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Après, j'ai pris mon autre dictionnaire. Alors, celui-là, il est en 2 tomes. Il est énorme. Énorme. En poids, en volume. Donc, c'est le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. Alors, c'est un excellent corpus d'articles colligés par Monique Cantos-Perber. Et là, il y a un article qui fait un certain nombre de pages sur la norme, donc où on souligne là la question de tension entre normes et valeurs.
Donc, toujours dans la théorie des normes, il est question de règles, de raisons, de principes, de devoirs, de droits, d'obligations. Alors que dans les théories de valeurs, on parle plutôt bien, mal, meilleur, pire et tout ça. Pour les auteurs, ce n'est pas possible de séparer les normes et les valeurs. Et pour Raz, normes et valeurs appartiendraient à la même famille, celle des notions prescriptives par opposition aux normes descriptives. Alors, dans le vocabulaire, vous savez qu'en clinique, quand on mène une démarche éthique, on est à la recherche non pas de ce qui est bien, qui est juste, qui est droit, d'équerre et tout ça, on cherche la moins mauvaise solution pour ce malade-là à ce moment-là. Hein, c'est là-dedans qu'on est. Et donc, on est toujours dans cette tension entre ce qu'il faudrait, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui nous paraît juste d'équerre correct par rapport aux recommandations, et puis ce qu'on peut faire, le bien qu'on veut faire au malade ce jour-là, à ce moment-là, et tout ça. Et on est toujours dans cette tension-là, à la recherche de cet équilibre. Donc, nous, on est plutôt dans la recherche de l'équilibre, plutôt que dans la recherche de la norme, il me semble. Alors, Canguilhem, lui, a fait sa thèse de médecine. Donc, il était philosophe au départ. Et puis, il s'est retrouvé à faire des études de médecine. Il s'est retrouvé sur le champ de bataille, je ne sais plus où j'en suis, au moment de la guerre de 40. Et il a fait médecine et il a fait une thèse de médecine dont il a tiré un ouvrage fondateur qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Quand il parle de valeur, il est question de la santé. Donc, la santé pour lui, la santé pour l'homme, un sentiment d'assurance dans la vie qui ne s'assigne de lui-même aucune limite. Valere, qui a donné valeur, signifie en latin se bien porter. Et pour lui, la santé est une façon d'aborder l'existence en se sentant non seulement possesseur ou porteur, mais aussi au besoin créateur de valeur, instaurateur de normes vitales. Alors, ce qui est important dans la pensée de Canguilhem, c'est de se rappeler que lui ne définit pas la norme et le pathologique qui s'écarte de la norme, mais la norme en fonction du sujet dans son milieu. C'est plutôt le pathologique, c'est ce qui va s'écarter de la norme du sujet et pas de la norme en général. Il fait cette distinction entre, par exemple, on parlait des valeurs biologiques, et je vous disais qu'il fallait interpréter les valeurs biologiques en fonction du contexte. Il fait ça en expliquant que ce qui est pathologique, c'est ce qui ne va pas par rapport à ce malade ou ce groupe humain, et pas ce qui ne va pas par rapport à une règle préétablie. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Ce que je raconte là ou pas? Et alors, quand on parle de clinique, on parle de soins, et le soin qui s'adresse, donc pour faire suite, à une population, on ne s'adresse pas à un groupe de malades, on s'adresse à des malades en particulier, on s'adresse à des individus, et le soin en clinique, c'est la rencontre avec un individu. Et pour ça, je vais revenir sur un de mes favoris qui est quand même Aristote. Moi, je suis fascinée par la pensée des Grecs. Et Aristote, il nous dit déjà, ce n'est pas l'homme que soigne le médecin, si ce n'est par accident. C'est-à-dire que ce qu'il appelle par accident, c'est on soigne un humain et il se trouve que cet humain, c'est Socrate ou c'est Callias, mais ce n'est pas un humain lambda. On soigne un humain ou quelques autres, parmi ceux qui ont été ainsi désignés, qui se trouvent incidemment être des hommes. C'est-à-dire qu'on soigne des gens, on soigne des gens. Et seul ce qui est d'ordre singulier peut être l'objet d'un traitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer, sans réfléchir, globalement, un traitement, un protocole, sans tenir compte de l'accident qu'est cet être humain qui est en face de nous. C'est clair? Je ne sais pas s'il y a encore des choses à faire après Aristote, parce que franchement, à chaque fois que j'y reviens, je me dis, mais il a déjà tout dit. C'est incroyable. Alors, voilà ce qu'on fait en clinique. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc, se conformer
à une règle extérieure, est-ce que c'est se conformer à la norme? Se référer, essayer de rentrer dans le référentiel, est-ce que c'est faire ce qui est bon et juste? Est-ce que le référentiel nous dit ce qui est bon et juste pour nous, ou est-ce que le référentiel nous dit juste voilà ce qu'on attend de vous? Voilà, comment est-ce qu'on peut interpréter ce référentiel? Je reviens au début. Et donc, ce soin personnalisé, cette rencontre duel, cette rencontre avec l'accident de Socrate, par exemple, qui est Socrate, est-ce que c'est une décision qui est la moins mauvaise pour ce patient? Est-ce que c'est compatible avec ce cadre rigide de référentiel? Il faut un cadre, il faut une démarche, il faut des protocoles, il faut prendre des décisions qui sont conformes au plus grand nombre. Bien sûr qu'il faut qu'en RCP, tout le monde va chercher qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, et après, qu'est-ce qu'on fait pour ce malade en particulier. C'est là-dessus que je voudrais porter votre attention sur comment est-ce qu'on, pas transgresse, mais comment est-ce qu'on fait à partir d'un cadre donné, à partir d'un référentiel commun, pour appliquer la décision à cet individu donné qu'on a en face de nous. Socrate, par exemple. Voilà. Alors, ce référentiel de l'HAS, est-ce qu'il est prescriptif ou est-ce qu'il est descriptif? Quand on a fait notre auto-évaluation, on a essayé de décrire, donc c'était plutôt descriptif. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il n'était pas prescriptif? Bon. Alors, est-ce qu'il fallait interroger la norme, questionner la valeur, ou est-ce qu'il fallait se laisser enfermer dans ce cadre? Alors, voilà, c'est un peu toutes ces questions que, encore une fois, je vous dis, je n'ai pas de réponse, moi, hein, mais est-ce que cette réflexion-là nous permet de dépasser un petit peu cette difficulté qu'on a eue peut-être parfois à faire rentrer nos pratiques dans ce cadre proposé de l'extérieur? Ça va, je ne l'ai pas perdu? Non, pas trop.